Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. La propagande a-t-elle changé de fusil d'épaule ? La question est légitime, d'autant que des États, des gouvernements se mettent à créer des équipes dédiées au fact-checking. Une démarche parfois publiquement assumée, d'autres fois faite de manière détournée et cachée. Le Camerounais Donald Tiengue est notre invité. Il est le coordonnateur des programmes numériques et le responsable du programme de fact-checking à Defy Hate Now, West Africa et Central Africa. Il nous explique dans ce podcast les techniques utilisées et des solutions possibles. Bienvenue à tous, je suis Maria Machal. Le faux dans l'info, décryptage. Donald Tiengue, bonjour. Bonjour Mariama. Vous êtes le coordonnateur des programmes numériques et responsable du programme de fact-checking à Defy Hate Now, West and Central Africa. Pourquoi des gouvernements s'intéressent au fact-checking au point de créer des équipes qui lui sont dédiées ? Idéalement, ce serait en principe réjoui de voir les gouvernements ou les acteurs publics s'investir dans la lutte contre la désinformation en s'engageant activement dans la pratique du fact-checking. En le faisant, on aurait pu percevoir cet engagement comme une forme de gage de promotion de la démocratie, comme une garantie du maintien de l'ordre public en ligne et même dans les médias, et surtout la volonté manifeste de l'État de réguler et d'encadrer le travail des producteurs de l'information dans le respect des libertés individuelles et dans le respect de la déontologie éditoriale de ces médias. Mais ce tableau, c'est un tableau idéal parce que dans la pratique, surtout dans ces pays qui sont jugés totalitaires ou parfois autocratiques, cet intérêt soudain pour le fact-checking a tendance à masquer d'autres objectifs qui ne répondent pas parfois aux besoins du public ou de la population de manière générale. Mais en effet, dans des pays comme le mien, à la veille des élections présidentielles, on perçoit plusieurs équipes de fact-checking entre guillemets qui naissent un peu partout et qui sont généralement financées par les pouvoirs publics. Et on a donc l'impression que la création de ces équipes par les pouvoirs publics a pour but de façonner et de contrôler un narratif politique qui ne sert pas, comme je le disais, les intérêts de la population, mais qui sert uniquement, exclusivement les intérêts de ceux qui nous gouvernent. Ça veut dire en fait que le but même de ces équipes de fact-checking, ce n'est pas de rétablir les faits, mais c'est de pouvoir imposer leur perception des faits en utilisant tous les moyens et les canaux de communication à leur disposition pour que le public puisse croire à ce qu'il voudrait que le public croie. Et là, c'est le début de la machine de propagande qui se met sur pied comme ça. Et justement, dans mon pays, il y a quelques semaines, on a vu, je ne veux pas citer le nom de l'institution, mais qui a subitement informé sur les réseaux sociaux qu'elle créait sa page de fact-checking, où elle devait vérifier les informations qui ont trait à leur mode de fonctionnement. Et il y a 1-2 semaines d'engagement sur les réseaux sociaux, nous avons compris clairement que l'objectif n'était pas forcément de rétablir les faits, mais de pouvoir dire les choses comme ils voient. En mettant le label fact-checking, ce sera donner une once de crédibilité aux propos qu'ils tiennent en ligne. Pendant des années, des organisations et des médias privés traquaient les fake news. Aujourd'hui, les médias d'État ont créé des équipes dédiées. Ont-ils les moyens de garder une indépendance éditoriale ? Dans la configuration de la plupart de nos pays en Afrique, il est difficile et voire même impossible pour les équipes dédiées au fact-checking d'envisager de travailler en toute neutralité tout en gardant une certaine indépendance éditoriale. Voyez-vous, dans un contexte comme le nôtre, où on dit régulièrement sur les plateaux télévisés et dans les médias de manière générale que la main qui donne, c'est elle qui commande, il est inimaginable pour ces personnes-là travailler sur des sujets qui touchent directement le gouvernement ou bien les acteurs publics. Généralement, ce qu'ils font quand ils veulent faire le fact-checking, et encore que la notion de méthodologie de fact-checking qu'ils implémentent est questionnable. Donc, même quand ils essaient de le faire, c'est soit pour discréditer l'opposition ou qui portent sur des sujets culturels, donc qui n'auront pas un impact direct sur les intérêts des acteurs publics. Donc, cette crainte de coupe budgétaire ou bien de réduction du financement ou de subvention de ces équipes dédiées au fact-checking financées par les pouvoirs publics est constante et ça impose une ligne éditoriale
à ces équipes-là qui est de facto biaisée. Et la deuxième raison pour laquelle il est impossible pour ces équipes d'envisager une certaine indépendance éditoriale repose également sur l'autocensure. Ça veut dire que la plupart des membres de ces équipes-là s'autocensurent. Et généralement, c'est pas peur de représailles. Et les représailles peuvent être psychologiques, physiques ou morales. Et la troisième raison, elle est aussi simple. Ça veut dire, si de ces équipes dédiées au fact-checking, les membres de ces équipes, généralement, ne sont pas recrutés sur la base de leurs compétences ou bien sur de leur expertise. Généralement, ils sont recrutés sur la base d'affinités. Donc, généralement, ils sont là parce qu'ils doivent se poster bien cette position-là à quelqu'un de supérieur. Et donc, du coup, ils se sentent redevables régulièrement vis-à-vis de ces supérieurs-là. Et pour marquer leur reconnaissance éternelle, ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils s'abstiennent de parler des sujets sensibles qui touchent ces personnes-là. Donc, de manière générale, c'est très, très compliqué pour ces équipes-là de penser à une certaine indépendance éditoriale. Quelles sont les conséquences et les implications de cette nouvelle donne? Je pense immédiatement au problème de crise de confiance du public vis-à-vis de l'information produite ou vis-à-vis des médias de manière générale qui étaient financés par les capitaux publics. Dans mon pays, par exemple, il est commun de constater que beaucoup de personnes ne suivent plus les médias publics parce qu'ils considèrent que ces médias sont des tam-tams du gouvernement. Comme pour dire, ce sont des caisses à résonance des acteurs publics qui ont pour but généralement de pouvoir défendre uniquement leurs intérêts sans tenir compte de la vie des autres. Donc vraiment, ça, c'est une première conséquence. Il y aura une crise de confiance, un fossé qui va s'élargir. La deuxième conséquence, c'est le statut de fact-checker pourra être galvaudé dans ce sens où tout le monde va vouloir prétendre faire du fact-checking. Et donc, la pratique du fact-checking, le statut du fact-checker, la méthodologie qui entoure même la science de fact-checking pourra être galvaudée ou bien pourra être remise en question parce qu'il y aura dans le champ médiatique des acteurs qui ne souscrivent pas toujours aux principes déontologiques qu'impose la pratique du fact-checking. La troisième conséquence est liée même sur l'émergence d'un troisième acteur. En réalité, ils existent déjà, ces troisièmes acteurs, et vers qui le public se tourne régulièrement. Et là, il s'agit de ce qu'on appelle communément les lanceurs d'alerte, vers qui le public de plus en plus se tourne et s'intéresse davantage au contenu qu'ils produisent. Parce que si on ne fait pas confiance aux producteurs de l'information et aux producteurs de contenu de fact-checking, et si on ne sait plus qui est le bon fact-checker et qui est le mauvais fact-checker, donc on va le plus souvent recourir au contenu produit par les lanceurs d'alerte qui, eux, n'ont pas toujours également cette ligne éditoriale, qui n'ont pas tendance à respecter les principes de transparence dans la production du contenu. C'est une conséquence indirecte quand même de l'implication des équipes de fact-checking financées par le gouvernement. Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Le faux dans l'info, décryptage. Notre invité, le coordonnateur des programmes numériques et responsable du programme de fact-checking à Defy Hate Now, West and Central Africa, Donald Chenge, quelles sont les techniques utilisées par ces États, par ces gouvernements pour tromper les auditeurs, les lecteurs ou encore les téléspectateurs? Il faut reconnaître que les gouvernements dans la plupart de nos pays africains peuvent facilement tromper l'opinion publique ou manipuler l'information à leur guise. Et pour ce faire, ils utilisent plusieurs techniques qu'ils interchangent en fonction du contexte. La première technique, qui est très vieille, repose sur le fait de pouvoir créer des médias qui ont l'apparence d'être des médias privés et qui disposent d'une ligne éditoriale et d'une certaine neutralité dans le traitement de l'information. Mais dans son déploiement, on perçoit que ce média est un média à gage qui soit répond ou qui a pour but de protéger les intérêts d'un acteur politique ou public ou qui a intérêt à déifier au quotidien et à contrario qui vise constamment à calomnier ou à discréditer un opposant d'un ministre ou bien d'un acteur politique. Une deuxième technique également, c'est cette capacité que les gouvernements ont de pouvoir facilement relayer les informations à travers les médias publics
parce que ces médias sont un peu implantés presque partout sur le territoire national, parfois même sur l'espace géographique sous-régional et régional. Donc parfois, certains acteurs du gouvernement utilisent ces médias publics pour pouvoir relayer l'information ou la fausse information ou pouvoir relayer des messages de propagande afin de manipuler de manière générale l'opinion publique. Une autre technique est qu'on voit prendre de plus en plus forme, surtout dans mon pays, c'est le financement des créateurs de contenu, des influenceurs. Eux, en retour, à longueur de journée sur les réseaux sociaux, produisent des messages ou des informations qui ont tendance à pouvoir saquer ou casser l'image qu'on peut avoir des opposants au gouvernement ou bien même des personnes qui ne s'inscrivent pas dans la même logique que les acteurs du gouvernement. Et la dernière technique, et là, pour mieux l'illustrer, je vais prendre l'exemple de ce qui se passe dans mon pays. Il y a 1 an et plus, il avait été annoncé la formation de plus de 1000 volontaires numériques ou des e-volontaires sur comment ils devaient se déployer pour pouvoir promouvoir la paix, la cohésion sociale en ligne. Sauf que depuis 1 an, on ne sait pas qui sont ces e-volontaires, on ne voit pas des messages de paix ou de cohésion sociale relayés sur les réseaux sociaux ou bien dans les médias. Mais à contrario, on voit beaucoup de faux profils, des personnes qui ont tendance à défendre les opinions ou bien les actions du gouvernement, des faux profils qui ont tendance à calomnier, à relayer de la désinformation, à véhiculer des discours de haine pour pouvoir diviser les communautés. Donc, ça, c'est une stratégie qui est plus ou moins nouvelle, en tout cas dans notre contexte national. Donc, il y a plusieurs techniques comme ça que les membres du gouvernement ou bien certains acteurs publics utilisent dans le but de vraiment induire l'opinion publique en erreur. Quelle solution peut-on apporter? La première solution à adopter, à mon sens, est la promotion et la vulgarisation de l'éducation aux médias et à l'information le plus tôt possible dans le cursus scolaire pour que les jeunes internautes s'imprègnent vraiment des notions de vérification, comprennent les enjeux de la désinformation sur la société et comprennent la nécessité de pouvoir détecter la vraie ou la fausse information. Ça va permettre aux jeunes de développer cet esprit critique-là face aux informations qu'ils reçoivent en ligne. La deuxième solution, c'est la pratique du fact-checking. Je trouve que le fact-checking ne devrait plus être perçu uniquement comme un principe journalistique. Le fact-checking devrait être une culture qu'on développe. Tout le monde de la société devrait être capable de pouvoir vérifier les informations, maîtriser les outils qui existent en ligne pour pouvoir détecter si une allégation est vraie ou fausse. Il faut davantage multiplier les organisations de fact-checking qui fonctionnent de manière autonome, indépendante et qui s'appuient exclusivement sur les principes de transparence, de crédibilité, de redevabilité et de vérité. Je pense qu'il faudrait davantage que dans chaque pays en Afrique, une multitude d'organisations de fact-checking qui, quand l'enjeu est national ou sous-régional ou régional, ces organisations se mettent ensemble pour faire le travail. Et l'autre solution, c'est de pouvoir pousser vraiment les acteurs publics à davantage améliorer le cadre législatif ou réglementaire qui entoure la lutte contre la désinformation. C'est vraiment mettre sur pied un cadre juridique qui donne une certaine force à ceux qui pratiquent le fact-checking, mais qui les protège également, qui protège même les sources. Parce que dans nos pays autocratiques, généralement, le problème, il est difficile d'avoir l'accès à l'information. Pourquoi? Parce que généralement, les sources ont peur des représailles. Et qu'on parle également de l'amélioration du cadre juridique, je voudrais vraiment apporter une précision ici. Il devrait se faire en concertation avec plusieurs acteurs de la société. Je pense aux acteurs de la société civile, aux juristes, au pouvoir public forcément, mais également aux acteurs privés, parce qu'il faut qu'on le reconnaisse, même la fausse information a un impact sur les entreprises. Des pays se retrouvent dans un contexte où les informations viennent de fact-checkers qualifiés d'indépendants et d'autres fact-checkers pour qui le doute subsiste quant à leur indépendance. Alors comment est-ce que le citoyen peut s'y retrouver? L'esprit critique est assez capital pour tout citoyen. C'est fondamental pour un citoyen de pouvoir détecter une vraie allégation, une fausse allégation en ligne. Et c'est uniquement à travers l'éducation aux médias et à l'information, il aura la capacité, le citoyen, de pouvoir savoir si un fact-checker travaille de manière indépendante et impartiale et si un autre fact-checker est assez biaisé dans le traitement de l'information qu'il produit.
on appelle ça le think before you click, réfléchir avant de cliquer. C'est vraiment toute une culture à développer. Et pour moi, la dernière recommandation, c'est que le citoyen doit être capable de pouvoir dissocier les notions d'opinion et d'information. Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème, c'est que on considère parfois que les opinions sont des informations. Donc je pense qu'il est assez clair quand même et pertinent de pouvoir quand même faire cette dichotomie-là, pouvoir permettre de se retrouver dans le flux d'informations qui circulent dans les médias en ligne. Merci encore d'avoir accepté notre invitation, Donald Tchengue. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur des programmes numériques et responsable du programme de fact-checking à Defy Hate Now, West and Central Africa. Merci beaucoup pour l'invitation, Mariam Mertiam. Fin de ce podcast produit par Africa Check et réalisé par Mariam Mertiam. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute information pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation. À bientôt!